Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Morandini, le docteur Ben Sadoun, un député La République En Marche, le professeur Raoult, des révélations en série. Alors aujourd'hui, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez avoir des révélations énormes lâchées par tout le monde, par le docteur Ben Sadoun, le député La République En Marche, Jérôme Dubus, le professeur Raoult, privé de chloroquine et bien remonté, et encore plein d'autres. Je fais court sur l'intro parce que cette vidéo est très chargée. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur tous les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite tous sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider tous vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 43 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée, de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par un gars bien et intègre, j'ai nommé Martin Hirsch, le patron de l'AP-HP, donc de tous les hôpitaux parisiens. C'est parti. Il y a eu la perception depuis quelques mois que soit la deuxième vague n'existait pas, soit que c'était une vaguelette. La réalité est l'inverse. Il est possible que la deuxième vague soit pire que la première. Voilà donc ce gars, patron de la PHP qui a reçu 92 millions d'euros en 2018 de la part des laboratoires pharmaceutiques, nous fait encore des prévisions apocalyptiques en lisant dans sa boule de cristal une nouvelle fois. Et écoutez bien comment il se contredit juste après. Et pour le moment, personne, pas un seul expert, pas un seul épidémiologiste, pas un seul modélisateur, pas un seul responsable peut vous dire quand il y aura le pic. Le pic, ça veut dire le moment où ça commence à redescendre. Voilà, donc aucun expert ne peut rien prévoir, alors que lui, juste avant, nous disait qu'il était possible que la seconde vague soit pire que la première. Alors écoutons ce qu'en pense le docteur Ben Sadoun de cette seconde vague qui va tous nous tuer. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague, parce que j'hésite à parler de deuxième vague. J'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague, si tant est qu'il y en ait une. Et oui, car cette seconde vague, entre guillemets, peut aussi s'expliquer par ceci. À l'opposé du relatif calme de l'été, pendant l'hiver, la mortalité est plus élevée avec les différentes maladies qui traînent. Et on a plutôt 1700 morts par jour en moyenne. Selon les années, on a des bosses plus ou moins fortes selon quand arrive la grippe et son intensité. Mais pour passer de 1500 morts par jour en moyenne l'été à 1700 morts en moyenne l'hiver, ça veut dire qu'il y a un moment où ça monte. Ce moment, c'est tous les ans autour du 1er novembre. Donc quand on vous annoncera plus de décès à partir du 1er novembre, ne vous affolez pas, c'est pareil chaque année. Voilà, rien à ajouter. Maintenant, écoutons une bombe que va nous lâcher le docteur Ben Sadoun. Là, on va se retrouver avec toute une série de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire que on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les virus que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir vont être rattachés à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Alors j'espère que vous avez tous bien entendu, ils étiquettent maintenant les rhinopharyngites, les angines, les bronchites et les grippes comme coronavirus. On nage en plein délire et donc ils créent la saturation des lits de réanimation avec des soi-disant patients du Covid qui en fait éventuellement, possiblement, macronement n'en sont pas. Alors regardons si c'est la première année que des lits d'hôpitaux sont saturés. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Voilà, donc visiblement en 2019 et 2018, c'était déjà saturé partout dans tous les lits de réanimation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont réduit encore plus les lits de réanimation. Bah oui, c'est leur logique. Allez, retour sur le plateau. Maintenant, avec ces cas qui sont positifs, qui sont douteux, ce matin dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact, et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je Ça veut dire quoi le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux, ça veut dire que... manquait plus que ça maintenant, alors c'est bon. Et une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. Alors vous avez bien entendu des cas douteux, ils écrivent sans honte cas douteux et du coup avec tous ces cas douteux on arrive à des inepties comme celle-là. Regardez, dans la journée de dimanche nous avions 425 000 nouveaux cas dans le monde pour 7 milliards d'habitants dont 52 000 en France
pour 67 millions d'habitants. Donc nous avions 12,23% des nouveaux cas du monde entier en France, pour une population qui ne représente seulement que 0,9% du monde entier. On nage dans le ridicule. Allez, retour sur le plateau avec Michel Saran, le fameux chef cuistot. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez le sentiment que les mesures ne sont pas équitables ? Ben, vous avez vu, j'ai vu le reportage que vous venez de passer. Quand je prends les transports en commun, en ce moment, je suis pas mal sur Paris pour les tournages de l'émission Top Chef. Quand on voit comment ça se passe dans les transports en commun, on a du mal à comprendre que nos établissements où on accueille 45 personnes soient plus dangereux que ces lieux-là, quoi. Que ces lieux-là. Alors écoutons ce qu'en pense le très bon docteur Fouché de cette fermeture des bars et des restaurants. C'est pas un problème il faut fermer les restaurants, c'est pas vrai. Qui démontrera que fermer les restaurants diminue le R0 et diminue la tension sur la réanimation? Je relirai son étude avec une grande attention, hein, je vous assure. La réalité, c'est que non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les médecins prescrire et prescrire quelque chose de cost-effective. Vous sacrifiez l'économie d'un côté dans un premier choix de politique sanitaire, ou alors vous les laissez prescrire ce qu'ils veulent, qui coûte pas cher. Et oui, cette situation est totalement absurde. Alors réécoutons Michel Saran. On nous dit à partir de 21h, il faut fermer vos établissements. Donc c'est nous qui prenons la décision de ne plus faire tourner nos restaurants, parce qu'à 21h, chez moi à Toulouse, on prend l'apéritif. Donc ça n'a plus de sens. On se tue nous-mêmes, quoi. C'est pas le gouvernement qui nous impose de fermer. Il nous impose de fermer à 21h, c'est un couvre-feu, mais c'est différent. Et donc on peut pas se retourner contre les assurances qui sont une fois de plus aux abonnés absents. Hein. Dans cette crise, on a beau se battre, mais ils n'entendent rien. Bien sûr que les assurances n'entendent rien. T'imagines, on les paye des milliards d'euros chaque année, elles font des milliards de profits, et le jour où on a besoin d'elles, comme d'habitude, elles sont aux abonnés absents. Et le gouvernement ne fait absolument rien du tout pour les forcer à prendre leurs responsabilités. Ils sont désespérés. C'est leur outil de travail qui est massacré, il faut bien le dire, puisque avec un service par jour, vous n'avez pas les moyens de continuer. Il faut 2 services au moins pour gagner de l'argent. En tout cas, essayer d'équilibrer votre chiffre d'affaires avec vos charges. Bon. Mais cette injustice qu'il ressent, quand il dit nous on ferme nos restaurants où il y a 40 couverts et on laisse les métros et les bus avec du monde qui se colle. Je ne partage pas un peu ce sentiment. Autant je comprends. Et en fait, on s'en fout de ton avis car on sait très bien que tu fais semblant de pas comprendre que ton gouvernement met sur la route de la faillite des centaines de milliers de PME. Alors écoutons ce chef d'entreprise d'une boîte d'événementiel. Voilà tout le matériel. 22 ans dans l'événementiel, balayé en 6 mois. Un chiffre d'affaires en chute de 80%. Toutes les enceintes pour faire les concerts, les retours. 6 employés sur 8 au chômage partiel. Lui ne se paie plus depuis mars. Et il n'y a rien, pratiquement rien dehors, quoi. C'est un peu la catastrophe, on est complètement à l'arrêt. Alors qu'il suffirait juste d'avoir un couvre-feu jusqu'à 23h comme en Espagne par exemple pour relancer l'activité des restaurants, des bars, des concerts et de la vie sociale des gens. Écoutons encore ce chef d'entreprise en faillite à cause de ces imposteurs. Et aujourd'hui on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Les clients, ils sont frileux, ils savent pas s'il y aura le public, si les gens seront au rendez-vous. Il a perdu 10 kilos et a 18 de tension à 48 ans. Les banques nous imposent d'être caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure, elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et dans quel état d'esprit ça vous laisse ça? Ah bah je suis triste, clairement. Pardon. Voilà, rien à ajouter à part que je souhaite beaucoup de courage à ce jeune chef d'entreprise. Juste une question, à qui va profiter la faillite de ces entreprises d'après vous? On est bien d'accord que ce sont les banques qui d'un seul coup vont récupérer tout le pactole, tout le pognon en vendant les biens personnels de ces chefs d'entreprise. En plus des intérêts, des agios qui vont aller avec toutes ces faillites successives. Et après, que va-t-il se passer? Selon moi, seules les très grosses boîtes vont survivre et vont pouvoir racheter pour des bouchées de pain ces entreprises en faillite. Ce sera bingo, jackpot pour elles. Moi, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les médecins tout à l'heure et je constate que les pays qui s'en sont tirés, malheureusement, ce sont les pays qui ont privé les gens de liberté. Ce sont les gens qui ont privé les gens de liberté. C'est comme la Chine, c'est comme la Corée, qui, en Chine, quand vous avez 3 cas dans une ville, vous testez en 24 heures 11 millions de personnes. C'est hallucinant. Oui, mais ils ont les moyens. Nous, on ne se les a pas donnés, ces moyens. Si, pour tester, maintenant, on a les moyens de le faire. Alors, encore une fois, ces gens de La République En Marche nous racontent des mensonges. La Corée du Sud n'a jamais été confinée. Mais évidemment, il n'est pas le seul de La République En Marche à raconter des mensonges. Écoutons. À ceux qui considèrent que les mesures ne sont pas bonnes, je dis et je redis, dites-nous quelles sont vos propositions. Comment comptez-vous protéger la vie des Français et lutter contre ce virus ?
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suède, en Israël, dans de très nombreux pays dans le monde, des mesures sont prises qui sont analogues aux mesures que nous prenons. Alors moi j'ai une idée éventuelle pour régler cette crise, cette solution est rapide et efficace. Ces imposteurs qui nous gouvernent doivent démissionner et être jugés. Véran nous ment encore en nous disant que la Suède a été confinée. La Suède n'a jamais été confinée. Mais bon, pour eux, le mensonge, c'est leur gagne-pain. Simplement, on prive les gens de liberté. Vous avez vu les files d'attente dans les laboratoires? Et vous êtes baladé dans Paris devant les laboratoires? Oui, tout à fait. Vous avez vu les files d'attente? Il faut 2h30. Oui, 1 heure maintenant. Bon, ah bah oui, près, super. Voilà, bon. Oui, d'accord. Bah oui, donc en 24 heures ou en 48 heures. Non, plus que ça. Non, oui, ça c'est la théorie politique. Non, vous avez un médecin. Vous avez un médecin en face de vous. J'ai des gens dans ma famille qui ont été testés. Attendez, vous avez un médecin en face de vous. Oui, mais certainement que les gens de sa famille n'ont pas été testés dans les mêmes laboratoires que tout le monde et soignés dans les mêmes hôpitaux. Moi je dis ça, moi je dis rien. Alors écoutons ce qu'en pense le célèbre docteur Marty, rempli jusque-là de liens d'intérêt avec les laboratoires. Alors je ne sais pas si Madame Vonner le vit, mais je ne sais pas dans quel monde elle vit. Moi, ce que je peux dire, c'est que même dans le village où je suis, alors qu'on est en ruralité, il y a 6000 habitants, le taux de positivité est de 16%. On voit des cas tous les jours, on voit des cas positifs, on voit des cas symptomatiques, on voit des cas symptomatiques, on hospitalise des gens. Si elle peut arrêter sa diarrhée verbale, on va juste aller jusqu'au bout du raisonnement parce que c'est grave les propos qu'elle tient. Voilà, donc on comprend bien que les docteurs avec des liens d'intérêt énormes avec les laboratoires n'ont plus que des insultes et du mépris pour contrer de vrais arguments scientifiques. Non. Il y a certains laboratoires exceptionnels qui font des efforts colossaux pour vous rendre des résultats relativement rapidement. Mais dans la grande majorité, j'ai pas mal de patients, moi, qui hésitent à aller se faire tester parce qu'ils veulent pas aller passer 3 heures dehors, de faire une file d'attente. Non, mais on a une confrontation entre les libertés auxquelles on est habitué, la liberté de commerce, la liberté d'ouvrir. Non, mais ça n'a rien à voir là. Là, on vous parle, est-ce que l'État se donne les moyens? Est-ce que l'État a mis en place les moyens nécessaires? Un État démocratique, tous les États démocratiques sont susceptibles d'avoir des difficultés. Un État démocratique dirigé par des lobbies, et vous comprendrez pourquoi je dis ça un peu plus tard dans la vidéo. Que dit le Conseil scientifique? Dans son avis du 19 octobre, il se réfère à son propre avis du 22 septembre qui disait « Pas d'état d'urgence, pas de confinement au niveau national, mais des mesures adaptées, proportionnées sur les territoires. » Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Parce que nous sommes là pour entendre quels sont vos arguments qui feraient que d'un seul coup, il faudrait prendre des mesures privatives de liberté disproportionnées par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Voilà, donc c'est le conseil scientifique de Macron, ex-banquier de Rothschild, qui a nommé ce conseil scientifique qui nous prive de nos libertés sur juste un facteur, le nombre de cas positifs avec des tests qui sont totalement défectueux. Vive la République, vive la France. Regardez ce qui se passe en Israël. On l'a montré comme un modèle au premier confinement. Israël, c'était formidable. Premier pays à reconfiner, Israël. L'Italie, on les a montrés comme les moutons noirs. On mélange tout. Attendez, on mélange tout. On était en train de parler. Non, mais là vous mélangez tout. On était en train de parler des tests. On était en train de se dire, est-ce qu'on s'est donné les moyens? La réponse est non. Aujourd'hui, il faut 48 heures ou 3 jours et il faut aller faire 1h30 la file d'attente. 1,5 million de tests qui sont faits par semaine. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc c'est parfait. Non, j'ai pas dit que c'était parfait. Voilà donc un comique de plus parmi tout cela. Écoutons. 18% des gens guérissent. Non, je le confirme ce soir. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non, mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas. Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient. C'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Et ce sont toujours ces gens-là qui dirigent notre pays avec une politique de destruction massive de nos droits, libertés, économie et de notre hôpital public. Qui va aller faire 2 heures de queue pour se faire tester? Mais tous les gens font des 2 heures de queue. Mais oui, mais il faut pas bosser. Excusez-moi, il faut pas bosser si vous allez faire 2 heures de queue. Vous arrivez à 7 heures, vous êtes testé à 8 heures. Non, mais enfin, excusez-moi, vous êtes dans la théorie. Sachez que les laboratoires aussi priorisent. Je vais vous donner des adresses, vous verrez. Avec grand plaisir. Et le gars, il sait qu'il raconte des inepties et ça le fait même rire. Il dit qu'il va donner des adresses. Alors moi aussi, je vais lui en donner une adresse où les gens se font tester en 1 heure et ont les résultats 8 heures après. J'ai le sentiment qu'on essaye encore de mettre à l'index le professeur Raoult. L'Association nationale de sécurité du médicament a envoyé une bulle papale pour l'excommunier. J'ai le sentiment qu'on
que le gouvernement veut brûler le professeur Raoult. Et où ils ont décidé de la mise à mort du professeur Raoult et de son IHU, où ils avaient le taux de mortalité le plus bas de France, en les privant de l'hydroxychloroquine. Écoutez. Ceci ne peut pas être une prise de position scientifique consensuelle, parce que tout le monde, il n'y a pas de papier rapportant actuellement dans la littérature une toxicité supérieure de l'hydroxychloroquine, et il y a une quantité de papiers qui rapporte que l'hydroxychloroquine est efficace. Et en même temps que ceci, quelle surprise, on reçoit en même temps de la Direction Générale de la Santé un mail qui nous dit qu'on va pouvoir utiliser gratuitement le remdesivir dont on a montré qu'il ne servait à rien. Donc en fait, l'ANSM prive les docteurs du droit de soigner avec le traitement qu'ils souhaitent utiliser, ce qui est normalement interdit par la loi, et en plus fait la promotion du remdesivir, un médicament totalement toxique pour les reins dont toutes les études ont démontré qu'il n'avait aucun résultat positif sur la Covid. Je rappelle que ce médicament soi-disant gratuit fut acheté par l'Europe à hauteur de 1 milliard d'euros et qui finance l'Europe. Et oui, c'est encore nous. Alors écoutons un scandale passé de l'ANSM. Souvenez-vous du scandale du Mediator. L'Association nationale de sécurité du médicament a mis beaucoup de temps pour interdire le Mediator. On est en train de faire la promotion du remdesivir et on essaye de dire que l'hydroxychloroquine ne sert à rien et est dangereuse. Moi je me pose la question, et si le professeur Raoult avait raison? Mais visiblement nos politiques sont sourds, aveugles, mais qu'est-ce qu'ils disent comme ineptie délirante? Simplement ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le problème des tests, c'est la suite des tests. C'est la suite des tests, parce qu'on n'isole pas. C'est tout. Les gens ne s'isolent pas. Vous le savez bien. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Vous demandez aux médecins de changer de paradigme. C'est pas ça. Quand on est sorti du confinement, on nous a dit il faut protéger les masses. Il faut tester, ok. On a à peu près 1,5 million, 1,6 million par semaine. Et ensuite, il faut isoler. Mais le troisième pilier, il a disparu. Oui, peut-être une idée comme ça, traiter les patients, ça serait peut-être pas aussi une bonne idée, non? Ce qui change, mesdames et messieurs, c'est que les mesures prises par le gouvernement interdisent toujours et encore les médecins de première ligne de pouvoir soigner leurs patients et attendent que ces personnes soient hospitalisées. Et oui, alors écoutons le professeur Raoult qui se fait refuser l'accès à l'hydroxychloroquine même par le groupe pharmaceutique Sanofi, ce qui est tout à fait illégal. Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de Liège. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Et oui, encore un scandale, alors écoutons qui dirige notre pays pour de vrai. C'est le conseil scientifique qui a déterminé le nombre de jours où il fallait s'isoler. Non, c'est le gouvernement. Non, c'est le gouvernement. L'a mis en place. Non, le conseil scientifique, comme le dit son nom, conseille, et le gouvernement décide. Oui, mais c'est le conseil scientifique qui a conseillé de passer de 14 à 7. Je suis désolé de vous le dire. Alors vous avez bien entendu, c'est le conseil scientifique rempli de liens d'intérêt avec les laboratoires qui ont fait plus de 1000 milliards de profits en 20 ans qui dirigent notre pays. Même Morandini le reprend tellement cette phrase balancée sans honte le surprend. Du coup, le député La République En Marche se rattrape, mais la phrase est déjà lâchée. On nous a expliqué après la première vague qu'au fond, on allait maintenant donner les moyens aux hôpitaux, qu'on avait compris qu'il y allait avoir plus de réa, qu'il y allait avoir plus d'argent, plus de moyens. Or, c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas. C'est d'abord, on forme pas un médecin en 3 mois, ni une infirmière. Bon, on parle de lits de réa. Oui, les personnels médicaux, mais même pour les lits de réa, il faut des gens derrière, vous le savez très bien. Oui, nous avons en France 120 000 personnels soignants en libéral. A-t-on essayé de les attirer dans l'hôpital public? La réponse est non, car l'hôpital public est devenu de l'esclavage. Tout le personnel soignant travaille plus de 60 heures par semaine pour une rémunération de misère, en les privant de vacances pour les faire craquer. Jérôme Dubus, La République En Marche, c'est plein. C'est déjà plein. On le sait, on est à 60% en moyenne dans les lits de réanimation, mais il y a plus de lits, simplement il n'y a pas de personnel derrière. Parce que, je le répète, vous ne formez pas des gens en 3 mois pour s'occuper de gens aussi malades que des gens du Covid qui sont en réanimation. C'est pas possible. Voilà. Donc il y a des lits, en plus, c'est clair, mais il n'y a personne derrière pour les mettre en œuvre. Vous imaginez, à l'heure actuelle, il n'y a que 4785 lits de réanimation en France dans l'hôpital public pour une population de 67 millions d'habitants. C'est totalement délirant. Alors, est-ce que c'est uniquement à cause du coronavirus que nous sommes en saturation? Écoutons. Mais moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres,
tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, on n'en parle pas, alors que nous, on en parle tous les jours. Alors, nous avons déjà vu au début de cette vidéo que les lits de réanimation étaient déjà saturés en 2019, en 2018. Alors regardons maintenant en 2017. Cette dame de 89 ans développe des complications respiratoires. Elle va devoir être hospitalisée cette nuit. C'est le cas de la majorité des personnes âgées. L'hôpital est surchargé. En tout cas, on est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës, ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où à mettre ces patients-là. Voilà, comme on voit, c'est la même chose chaque hiver depuis 3 ans. Depuis que Macron est au pouvoir, à part détruire encore plus l'hôpital public et supprimer des lits d'hôpitaux et réduire le budget, c'est tout ce qu'il fait. Par exemple, depuis mai, la fin de l'épidémie, le nombre de lits de réanimation est passé de 7000 lits à 4785 lits. Le budget fut amputé de 900 millions d'euros et le numerus clausus fut augmenté de seulement 42. Un énorme scandale. Ces gens sont dangereux, mes amis. Alors écoutons encore la politique de la peur, mais cette fois en Allemagne. Rencontrer beaucoup moins de personnes, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. Renoncer à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible. Alors, Dr Ben-Sadoun, est-ce que la situation en Allemagne est inquiétante ou pas? Alors oui, la situation est énormément inquiétante, effrayante, angoissante. Regardons donc la réalité. On peut voir que le nombre de cas explose depuis mi-septembre. Et regardons le nombre de morts. On est à environ 30 morts par jour sur une moyenne hebdomadaire. Et donc là, du coup, c'est beaucoup moins effrayant. Donc on communique toujours sur le nombre de cas positifs. Comme ça, on rend dociles les gens. Regardons le nombre de morts en Allemagne. Nous avons environ 10 000 morts pour 90 millions d'habitants. Alors qu'en France, nous avons presque 35 000 morts pour une population de 67 millions d'habitants, ce qui nous fait environ 4 fois plus de morts sur le même dénominateur commun. Ils ont traversé la première phase ou la première vague, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas celle du printemps, de manière plus modérée que nous, pas parce qu'ils avaient moins de malades, parce qu'ils avaient plus de lits de réanimation. Ils ont 30 000 lits de réanimation, donc ils sont mieux armés que nous. Et oui, ils ont 6 fois plus de lits de réanimation, et pourtant Macron et Véran nous en suppriment toujours. Le triage, les gens le découvrent peut-être, mais en fait c'est la réalité de la réanimation chaque jour, c'est que la réanimation est en tension en permanence. Elle est en permanence parce que vous êtes coté à la T2A, parce qu'il faut que vous fassiez plus d'actes pour moins cher, et que donc votre réa doit être remplie de toute manière en permanence. Parce que si elle est vide, on vous explique qu'on va vous retirer du personnel. Voilà, donc les réanimations sont obligées de remplir leurs lits pour éviter qu'on leur ferme des lits. Dans quel monde vit-on? De tout à l'heure nous affolait à propos de l'hôpital de la Timone parce qu'il était saturé, donc c'était un affolement complet. Ce sont 15 lits. Ouais. Il a dit 20 lits, oui. C'est une quinzaine de lits, entre 15 et 20 lits. À la Riboisière, c'est 12 lits de réanimation, si je ne me trompe pas. Donc on s'affole sur 12 lits qui sont saturés, donc forcément... Mais donc on dramatise. Et oui, on dramatise, mais pourquoi? Écoutons ce docteur de la peur qui fait peur. Eh bien, on fait 2 propositions. La première, c'est en semaine d'avancer l'horaire de couvre-feu et le samedi et dimanche de reconfiner. Pourquoi? Parce que le samedi et dimanche, c'est exactement le même comportement contre la sortie du travail et le moment où vous rentrez chez vous. C'est-à-dire que quand on est au travail, on a des normes que notre responsable du lieu de travail fait respecter. Quand on sort, on se sent plus libre et on respecte moins les choses. Et c'est pareil le samedi et le dimanche. Et c'est le moment majeur de transmission du virus. Voilà, donc on se rend compte que c'est simplement des mensonges en direct live, en impunité totale. Car regardons les clusters où ils se forment vraiment. Comme on peut le voir, c'est d'abord dans les entreprises et milieux scolaires, universitaires que sont concentrés les plus gros clusters. Mais là, tout va bien. Ensuite, c'est dans les hôpitaux et dans les événements publics. Mais là encore, tout va bien. Et enfin, en 5e position, le milieu familial est élargi. Et là, c'est la catastrophe. Rentrez chez vous, ne voyez plus vos amis, voisins, famille, n'allez plus voir vos grands-parents, laissez-les mourir, ou sinon on s'occupe d'eux pour vous. Car oui, ils ont renouvelé le nouveau décret autorisant à tuer comme des chiens nos anciens dans les EHPAD au Rivotril. Excusez-moi, ça veut quand même dire que la première vague n'a pas servi de leçon. Si, mais si, la première vague a servi de leçon, parce que les masques maintenant sont en... Non, attendez, on parle du lien entre les hôpitaux et les cliniques. Ça veut dire que pendant la première vague, on a dit attention, il n'y a pas ce lien n'existe pas. Et là, on est en train de recommencer la même connerie, pour être clair. Il y a une défaillance majeure, oui, c'est clair. Les ARS ne font jamais appel aux cliniques privées. Mais le gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Il devrait le faire. Et j'ajouterai un point. Vous êtes La République En Marche, hein. Oui, il devrait le faire. Et c'est pas une question de... Vous imaginez même un gars de La République En Marche qui reconnaît publiquement que le gouvernement ne fait rien du tout pour remplir les hôpitaux privés qui sont vides, remplis de lits et de personnel soignant, et on nous fait un délire collectif de la saturation des lits d'hôpitaux. Nous devons tous nous réveiller, mes amis. Venez dans l'association Bon Sens pour mener des actions collectives et rejoignez la plateforme Odyssée pour la liberté d'expression totale.
totale. Nous devons réagir. Tout le monde s'affole et je pense que si on prenait la décision ici de faire un reconfinement, ce serait une erreur majeure. Ce serait une erreur de reconfiner? Je pense que ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que pendant le confinement, on s'est rendu compte que les personnes n'avaient pas accès aux soins. Ils étaient chez eux, ils n'avaient pas accès aux soins. Les seuls soins auxquels ils avaient accès, c'était des téléconsultations pour parler éventuellement d'un Covid qu'ils étaient susceptibles d'avoir eu. Mais toutes les autres personnes étaient absentes. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce serait une erreur de reconfinement. Bien sûr, mais c'est pas ce que pense cet homme qui est un homme intègre, qui est médecin cardiologue, qui s'exprime sur le sujet. Vous imaginez un cardiologue qui s'exprime sur le confinement. Bientôt, on va inviter Nabila pour s'exprimer sur le sujet. Et la seule manière d'éviter un confinement généralisé de la population qui serait inacceptable, je pense, pour la majorité d'entre nous, même si c'est probablement la seule solution si jamais on n'a pas d'autres alternatives, c'est vous allez travailler, vous gagnez, on va dire, des sous, vous avez une économie qui tourne, et à 19h, vous êtes chez vous. Et pour éviter les soirées à 6 personnes, éviter les apéritifs bars ou les soirées pyjama, on est draconien dans l'application des mesures, y compris le week-end. Alors bien sûr, ce gars a énormément de liens d'intérêt avec entre autres AbbVie et Bayer. Et lisons un petit passage du livre 1984 de George Orwell. Alors c'est en anglais, mais je vais traduire. Autre chose que travailler était interdit. Marcher dans les rues, avoir du plaisir, chanter, danser, se rassembler, tout était interdit. Alors voilà, ça vous rappelle pas quelque chose? Lisez ce bouquin absolument, 1984 de George Orwell. Vous comprendrez tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Comme j'ai entendu certains dire dans d'autres partis politiques qu'on était dans une dictature sanitaire, non. On est dans une espèce de responsabilisation, petit à petit, avec des... On est dans une responsabilisation ou dans un affolement? Non, on est dans une tentative de responsabilisation et dans des stop and go, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Tant qu'on n'aura pas ce vaccin, on ne sait pas comment ça va évoluer. Oui, mais tous les économistes vous disent... Voilà, donc on en arrive toujours au même point, vous l'avez bien compris. Écoutons la grande Martine Bonner qui se bat comme une lionne pour nos droits et nos libertés. Pouvez-vous nous dire, monsieur le rapporteur, ou peut-être monsieur le ministre, qu'est-ce qui change d'une énorme grippe? Qu'est-ce qui change d'une épidémie virale telle que nous en avons connue par exemple en 2017, avec une surmortalité en janvier et en février 2017? Qu'est-ce qui change? Voilà, et on va terminer sur ce monsieur. My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. Alors, cher monsieur, qu'avez-vous de si important à nous dire pour m'interrompre dans ma vidéo qui se termine? 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. Voilà, je pense que le message est clair, rien à ajouter. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.